La guerre du Golfe de 1990-1991 entre dans le cadre des nouvelles conflictualités qui sont donc étudiées dans le programme d'histoire de première. Alors, quelles sont les spécificités de cette guerre? Quelles sont ses conséquences? C'est ce qu'on va essayer d'examiner rapidement. Alors, le contexte d'abord, 1990, la guerre froide est pour ainsi dire terminée. L'URSS est encore en place, mais les relations sont devenues pacifiques entre les deux grands, si on peut considérer que l'URSS est encore un grand à l'époque. Et donc, cette guerre du Golfe apparaît comme le premier conflit important qui suit cette longue période de tension qu'on appelle la guerre froide. Alors, pourquoi ce conflit? Il faut revenir un peu sur la situation du Moyen-Orient et rappeler que l'Irak de Saddam Hussein sort d'une guerre extrêmement éprouvante, longue et douloureuse contre l'Iran qui a duré de 1980 à 1988 et que l'Irak sort très lourdement endetté de cette guerre. Alors, Saddam Hussein regarde vers le petit Koweït, qui est un émirat pétrolier riche, qui a acquis son indépendance en 1961, c'était avant un territoire qui était sous tutelle britannique, et cette indépendance, Saddam Hussein ne l'a jamais acceptée, considère que le Koweït fait historiquement partie de l'Irak. En août 1990, les troupes irakiennes envahissent le Koweït et mettent la main sur les champs de pétrole du Koweït. Il va donc y avoir une réaction de la communauté internationale. C'est ce qu'on va voir dans quelques éléments de réflexion. Alors, cette guerre apparaît comme une guerre juste. Pourquoi? Parce qu'elle procède d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a été longuement paralysée pendant la guerre froide à cause du droit de veto dont les deux grands disposaient. Par la résolution 678, le Conseil de sécurité adresse un ultimatum à Saddam Hussein, lui demande de quitter le Koweït et donc va autoriser une coalition à faire usage de la force pour déloger l'Irak du Koweït. Alors, il est important d'insister sur cette coalition. Ce ne sont pas seulement les Américains qui partent en guerre. Il y a 1 million de soldats qui sont impliqués dans ce conflit, dont à peu près 50% d'Américains, mais on retrouve des combattants des pays arabes. L'Arabie saoudite fournit des contingents très importants. La Syrie fournit des contingents. Les Émirats, l'Égypte. On a aussi une participation, bon, certes un peu symbolique, de pays du bloc de l'Est, comme la Roumanie ou la Tchécoslovaquie à l'époque. Donc on a le sentiment que c'est la communauté internationale qui se met en action pour faire respecter le droit international. Parce qu'une violation de frontières, évidemment, aux yeux de l'ONU, c'est intolérable. Alors, cette guerre est un succès pour la coalition. Elle a duré quelques semaines. En février 1991, la guerre est terminée par une victoire de la coalition. L'armée de Saddam Hussein, qui était présentée par les Américains comme la 4e armée du monde, s'avère être une espèce de tigre de papier et se débande dès les premières frappes aériennes. C'est une guerre où l'on voit commencer à appliquer ce qu'on appelle les frappes chirurgicales, c'est-à-dire des frappes extrêmement ciblées qui évitent d'envoyer les soldats au sol. C'est une guerre qui est extrêmement économe en hommes du côté de la coalition. On va même parler de guerre zéro mort. Très peu de victimes du côté de la coalition. 150 000 combattants irakiens tués du côté de Saddam Hussein. Alors, un grand vent d'optimisme souffle après cette victoire et le président américain, George Bush, va parler d'un nouvel ordre international fondé sur le pouvoir retrouvé de l'ONU qui est désormais respecté. Il est du reste pas insignifiant de constater que les Américains s'en tiennent strictement aux résolutions de l'ONU et qu'une fois qu'ils ont chassé l'Irak du Koweït, ils ne vont pas essayer de faire tomber Saddam Hussein. Ils ne vont pas essayer d'envahir l'Irak. Alors il y a aussi une raison, c'est que le principal ennemi des Américains à l'époque, c'est plutôt l'Iran, et que maintenir un Irak hostile à l'Iran, ça sert l'intérêt des États-Unis. Quelles sont les conséquences de cette guerre? On peut parler effectivement du rôle retrouvé de l'ONU.
Calculons très brièvement. Aujourd'hui, l'ONU en est à plus de 2100 résolutions votées par le Conseil de sécurité. Seulement 600 ont été votées pendant la guerre froide, c'est-à-dire pendant une période de presque 50 ans. Et donc, environ 1300, 1400, même un peu plus que ça, ont été votées dans une période de temps beaucoup plus courte, de 25 ans. Donc ça montre bien que l'activité de l'ONU aujourd'hui, même si elle peut être encore paralysée par un État comme la Russie, est beaucoup plus souple et beaucoup plus libre qu'elle ne l'était pendant la guerre froide. Qu'en est-il de ce nouvel ordre international? Ce qu'on constate, c'est qu'après cette guerre, les Américains vont entrer dans une espèce de décennie glorieuse où ils vont assumer leur rôle de gendarmes du monde. Mais cet espoir d'un nouvel ordre international ne pouvait pas prendre à l'époque en compte de nouvelles menaces qui vont surgir au début du XXIe siècle, comme par exemple la menace islamiste qui renvoie les Américains dans des interventions qu'ils ne souhaitaient pas forcément. Enfin, qu'en est-il de l'Irak, puisque Saddam Hussein est maintenu au pouvoir et qu'on ne le chasse pas en 1991? L'Irak va être soumis à un régime d'embargo extrêmement dur pendant toute la décennie des années 1990, parce qu'on soupçonne Saddam Hussein de détenir des armes de destruction massive, notamment des armes chimiques, dont on sait qu'il s'en est servi contre les populations kurdes et les populations chiites qui ont voulu profiter de la guerre du Golfe pour se soulever. Alors, au final, il faut conclure sur la guerre du Golfe suivante, c'est-à-dire celle que les Américains vont mener en 2003, pour cette fois-ci renverser Saddam Hussein, consécutivement aux attentats du 11 septembre, c'est-à-dire dans un contexte qui a déjà radicalement changé depuis celui de la guerre du Golfe de 1990-91.